Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Bienvenue dans mon podcast Passion sans modération, l'espace où la passion pour la gastronomie se partage comme un bon repas entre amis. J'aime recevoir des amoureux du goût, des amoureux des rencontres, des personnalités authentiques qui viennent ici pour échanger sur le plaisir du bien manger, du partage et de la transmission. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir au micro du Studio Module Milena Péchaud, chef et fondatrice de Huancas, traiteur événementiel spécialisé en cuisine péruvienne pour des événements d'entreprise et particuliers et proposant une expérience authentique au cœur des saveurs du Pérou. Bonjour Milena. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Et à tous. Et oui, parce qu'il y en a un. Oui. On va en parler tout de suite. Olivier Guignard, fondateur d'Invinctus, caviste à domicile pour une cave qui vous ressemble et nous rassemble et créateur d'événements pour les particuliers et les entreprises. Bonjour Olivier. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Cécile Piot qui anime des ateliers autour du savoir-faire boulanger. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Nathalie Besançon qui exploite un lieu de restauration formidable à l'Étang-la-Ville dans les Yvelines pour y organiser des événements autour de l'art de vivre et de la convivialité. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Installez-vous, vous allez vous régaler. Alors je te garde Nathalie vu que tu as envie de parler avec moi. Merci. Alors, comment tu décrirais ce lieu de vie, l'entrepôt, à quelqu'un qui ne le connaît pas ? C'est une ancienne grange à grains, tout en pierre, un lieu charmant, très convivial, où vous pouvez déguster des produits locaux des Yvelines, du vin bio et participer à divers ateliers. On passe du yoga au burlesque, en passant par l'écriture, le café philo ou la peinture. C'est très très varié. C'est ce que j'aime en fait. C'est de créer la surprise aussi. Quand vous venez, des fois, vous ne savez pas ce qui va s'y passer et ça, j'adore. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Qu'est-ce que tu as voulu mettre de toi dans ce lieu ? J'aime les gens. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Sinon, tu ne serais pas là, en fait. J'aime les accueillir. J'aime qu'ils soient ensemble, qu'ils se rencontrent, qu'ils partagent, qu'ils dégustent, qu'ils soient contents, ravis. Ravis, effectivement, par les petits produits locaux aussi que je propose. Enfin, c'est pas des petits produits, d'ailleurs, c'est des produits de qualité. Et donc ça, le partage, c'est ce qui me motive. Et donc les produits locaux, dis-nous en plus. C'est les producteurs des Yvelines, puisque nous l'entrepôt est à l'Étang-la-Ville, à côté de Saint-Germain-en-Laye, là, dans les Yvelines. Donc les producteurs sont des producteurs artisanaux. Ils proposent divers produits, donc ça passe donc de la ferme, du pain, du maraîchage, des bières, effectivement, des bières. Oui. On travaille avec Cocloc, oui, à Bois d'Arcy, donc c'est assez intéressant aussi de proposer ça, enfin de présenter aussi les produits donc aux clients, leur expliquer un peu qu'à côté de chez eux, voilà, il y a une ferme qui propose de bons produits, des œufs, il y a une diversité incroyable. Dans les Yvelines, des producteurs vraiment... C'est une terre assez fertile. Ouais, tout à fait. Et il faut en profiter. Et donc, je suis ravie de pouvoir le proposer et le présenter aux gens. Et certains en découvrent, certains les connaissent déjà et sont heureux de les retrouver à l'entrepôt, en fait. Voilà. Philosophie. Merci Nathalie. Alors, des Yvelines, on part au Pérou. Milena, est-ce que tu peux nous parler de tes origines et de ton parcours jusqu'à devenir chef ? Oui, alors du coup, moi je suis née à Paris de parents péruviens, donc ça fait que j'ai toujours eu cette double culture. Et je pense que depuis que je suis petite, j'avais un rêve un peu d'avoir un restaurant péruvien à Paris, mais c'est resté dans l'ordre du rêve, parce que pour moi c'était pas, sans la formation, c'était pas possible, et c'était juste une envie comme ça. Et en fait, du coup, la création de mon service de traiteur donc résulte d'une reconversion, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans et demi en audit financier.
Donc, rien à voir. Et au bout de 4 ans et demi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce rythme de vie ne me correspondait plus du tout, que je me voyais pas être derrière un ordinateur avec des horaires de bureau du lundi au vendredi. Donc, il fallait vraiment, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains et de vivre de ma passion finalement. Sauf qu'à l'époque, je cuisinais pas encore, forcément. J'ai toujours aimé, en fait, la cuisine péruvienne, mais c'était plus dans le sens de la dégustation. Ça veut dire que j'aimais beaucoup la manger, mais je cuisinais pas. À la maison, c'était mon père qui cuisinait, donc j'ai toujours vu cuisiner. Donc je pense qu'en voyant aussi, j'ai appris beaucoup. Il t'a inculqué quelque chose, évidemment. Et donc, je décide donc de me lancer. D'abord, donc je prépare un menu, je fais goûter à ma famille, à mes proches, qui m'encouragent du coup à continuer. Je participe à un concours culinaire du coup en septembre 2022 que j'ai la chance de remporter. Donc, on va dire que tout se passait bien. Je me dis, bon, je vais faire les choses plus sérieusement. Je vais aller me former au Pérou. Donc, c'était une formation courte dans un institut gastronomique à Lima. Et donc, c'était vraiment le rêve. Là, c'était la première fois que j'allais en cours avec vraiment cette passion. Enfin, c'était vraiment super d'aller en cours. Et je comparais. Nourri, donc, quoi, voilà. Vraiment. Comme j'avais déjà mon projet en tête, c'était vraiment super. Et ensuite, en rentrant, j'ai intégré un incubateur culinaire, donc Baluchon, donc qui m'a aidé à structurer mon projet. Et j'ai créé ma structure donc en août 2023. Août 2023, et depuis, je vis donc de ma passion et je suis vraiment épanouie et très contente d'avoir fait cette reconversion. Et nous, on s'est rencontrés où, Milena ? On s'est rencontrés donc au concours de la Cuillère d'Or 2024. Donc, tu faisais partie du jury. Oui. Et tu l'as remporté. Et j'ai remporté ce concours. Il faut quand même le dire. Bravo. Bon, voilà. Bravo. Donc, c'est un concours organisé par Marie-Sauce qui met à l'honneur, en fait, les femmes et surtout la créativité culinaire, les femmes qui ont de l'audace. Et c'est vrai que je me souviens, quand on s'est rencontrés, on était convoqués très, très tôt. Oui. Et on s'est retrouvés sur le parvis. Donc, c'était à Équipe Hôtel. Il était, je sais pas, 6h du mat. Oui, c'était en novembre. Tôt. Donc, il faisait hyper nuit. J'attendais, je savais pas où on était. Et voilà, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, moi, je suis de l'autre côté. Je fais partie du jury. Donc, il suffit de me donner des chèques. Comme ça, tu connais. C'est ce que j'ai fait. Du coup, ça a marché. Trêve de plaisanterie. N'écoutez pas, c'est du second degré. Hein. Et en fait, tout de suite, elle m'a dit, c'est une reconversion. Je me suis lancée. Donc, ça a un petit peu résonné avec mon parcours. Donc, et quand après, elle a gagné, je me suis dit, je crois qu'elle le mérite parce qu'en plus, c'était très bon. Dis-nous ce que tu avais fait. Tu avais fait les empanadas. Empanadas, du coup, revisité parce qu'en fait, on avait un panier donc avec des ingrédients pour faire une quiche lorraine plus quelques légumes. Parce que juste coupe, en fait, la thématique pour la cuisine, c'était on n'est pas des quiches et la thématique pour le sucré, c'était on n'est pas des tartes. Et moi, j'étais partie cuisine. Donc voilà, je te laisse. Et du coup, j'ai fait une empanadas à la lorraine, donc avec une empanadas, donc avec la forme d'empanadas, mais du coup, à l'intérieur, j'avais ajouté aussi, parce qu'on pouvait ajouter quelques ingrédients, de l'ají amarillo, c'est un piment péruvien doux. Donc c'était donc c'était pas une quiche lorraine, c'était une quiche lorraine revisitée, mais dans une autre forme. C'était canon. Non, bravo à toi. Cécile. Bonjour. Alors, toi, bonjour Cécile. Donc toi aussi, je crois que tu as changé de carrière. Oui, mon premier métier, c'est les langues étrangères. Je me suis toujours intéressée aux cultures étrangères, à mon voisin, qu'il soit de Palier ou de l'autre côté de la région, de la frontière. Donc, j'ai travaillé en tant que traductrice anglais-allemand. Mais il se trouve que je faisais toujours du pain, parce que les traductions, c'est des missions. C'est pendant tant de temps, on travaille sur un sujet, et puis après, il y en a d'autres. Dès que j'avais du temps pour moi, je faisais du pain. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pour arrêter de faire juste du pain comme ça, je vais apprendre pour de vrai. Et ce qui m'a décidé à aller à apprendre, à comprendre ce métier en allant à l'Institut national de boulangerie-pâtisserie à Rouen, faire une formation pour adultes. Mais c'est vrai qu'aussi, cette envie de faire du pain, elle n'était pas neuve, puisque j'avais toujours vu aussi ma grand-mère faire des pizzas, grand-mère italienne. Donc déjà, le fait de transformer quelques ingrédients en des plats tellement succulents ou justement en un aliment tout simple m'avait toujours intriguée. J'avais absolument besoin de comprendre. En fait, c'était ça aussi, besoin de rentrer un peu dans ce monde magique, monde un peu mystérieux et voilà, donc plein de secrets. Donc j'ai décidé de faire cette formation qui a été très dense, très intéressante, avec plein de gens d'univers d'horizons différents aussi. Et ça a été un peu
un tremplin pour aller dans ces mondes de la boulangerie. Pendant 4 mois, voilà, de l'intensité de la formation, et puis après des stages, un premier poste, et je me suis dit que j'avais vraiment fait le bon choix parce que j'étais tombée dans le pétrin et j'avais pas envie d'en sortir en fait. La boulangerie m'a conquise. Enfin, elle me plaisait déjà, mais voilà, je me suis laissée emporter dans ce voyage-là. Trop beau. Alors justement, si tu devais résumer cette passion dévorante en une phrase ou en plusieurs mots autour de la boulangerie, parce que quand on parle, c'est magique, quoi. Ben justement, je crois que c'est un voyage. Le pain, c'est ce qui me permet de tisser des liens. Ça me permet de me faire du bien, de nous faire du bien. Et c'est une vraie passerelle que j'aime emprunter dans les deux sens, faire venir des gens à moi, aller vers les gens, parler pain, puisque finalement, il ne connaît pas de frontières. Justement, ce métier de la traduction, c'est aussi une façon d'aller vers les autres. Et le pain, c'est aussi un média à part entière. Donc voilà, c'est mon voyage. Très beau, merci. Alors, je me rends compte, en fait, sans le vouloir, que vous êtes 4 convertis. Ah, oui. Et oui, parce que Olivier... Encore un autre converti. Donc, ton parcours. Donc, toi, t'es pas tombé dans le pétrin, toi, t'es tombé... Moi, je suis tombé dans le baril, dans le tonneau. Alors, raconte-nous. En fait, je suis tombé dans le tonneau parce que j'ai toujours été passionné par le vin, mais par le vin en tant que produit, certes, sans être alcoolique, en tout cas, on espère. Mais surtout... épicurien, voilà, c'est ça. Mais plutôt pour tout ce qui gravite autour du vin et tout ce qui est l'histoire du vin. Donc, en fait, j'ai eu une carrière automobile pendant une 30aine d'années. Et puis, comme beaucoup de sociétés, la relation avec le management est un peu plus compliquée, dans un sens comme dans l'autre. Et comme ma femme me le dit toujours, les choses n'arrivent jamais par hasard. Et donc, à ce moment-là, voilà, je suis invité à sortir de la société. Et donc, passionné du vin, j'avais déjà créé une auto-entreprise que j'avais en parallèle du salariat. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'en faire effectivement, de vivre de ma passion. Et ma feuille de route que je m'étais créée, c'est vivre de ma passion. Et je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Tiens, c'est un peu le point commun aussi. Mais c'est pas donné à tout le monde, et c'est ce qui nous anime. Voilà. Alors après, voilà, c'est venu comme ça. Sur la relation humaine, j'ai déjà entendu là autour de cette table, vous avez aussi parlé voyage, vous avez parlé humain, partage, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait créer Invinctus. Pourquoi ce nom que j'adore? Bien trouvé. Oui, plusieurs raisons. Invinctus, il y a Invictus, pas la notion invincible, mais la notion aussi du film sur le rugby, parce que le rugby, c'est aussi une de mes passions, parce que j'y trouve à la fois les valeurs, y compris de convivialité, des valeurs du vin. On retrouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rugbyman qui ont créé ou qui sont associés dans des domaines viticoles. Et je pense qu'il y a cette dimension humaine, 2 fois de plus, de partage, de force, de cohésion, qui sont très importants, qu'on retrouve dans le rugby et dans le vin. Voilà, donc Invinctus est effectivement arrivé un peu par hasard, mais je l'ai adopté tout de suite. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, je l'avoue, mais je l'ai adopté. Bravo à suite. celui qui l'a trouvé. C'est effectivement une fille, la fille d'une de mes amies qui a trouvé ça un jour, et j'ai dit, je prends. Alors, du coup, le pitch de Invinctus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? La base, c'est de créer des caves de particuliers, mais ça peut être aussi pour les entreprises, avec des vins de domaines méconnus. Le principe, c'est de dénicher des domaines un peu à droite à gauche. Je pars à la fin de la semaine, d'ailleurs, du côté du sud-ouest pour découvrir de nouveaux domaines, et de proposer ces domaines. Parce que l'idée, c'est d'avoir des choses un peu différenciantes et de proposer aux gens des vins dont ils ont peut-être déjà entendu parler, qu'ils ont peut-être déjà dégusté, mais aussi en racontant toute l'histoire. Tous les vins et tous les domaines que je propose, je connais personnellement les vignerons, et j'insiste vigneronnes, je ne dis pas ça ce matin parce que, mesdames, j'ai le plaisir d'être avec vous, mais parce que tout simplement, il y a beaucoup et de plus en plus de vigneronnes dans le monde du vin, et c'est une très excellente chose, pour plein de raisons. Et donc, en fait, de proposer des choses en ayant leur vie de famille, je fais des travaux chez eux de vinification, je m'imprègne de leurs valeurs, je m'imprègne de ce qu'ils vendent, de la typicité qu'ils veulent donner au vin. Et ça m'amène à encore mieux en parler, d'être modestement leur ambassadeur. Mais quand on connaît
quelque chose, on en parle encore mieux. Donc il faut aller sur place, connaître la terre, connaître leur vie, leur histoire, ce qu'ils veulent faire, et comment le véhiculer après, effectivement à travers des dégustations, à travers plein de choses. Merci. Alors, je reprends le mantra vraiment de Cécile que j'adore, apprendre et comprendre. Ça résonne, je l'ai noté parce que c'est très, très beau. Milena, du coup, est-ce que toi, tu peux nous parler de ton entreprise, Wancas, ce que ça veut dire, la genèse et tes services traiteurs, et pourquoi pas des petits exemples pour nous mettre l'eau à la bouche? Oui, bien sûr. Du coup, Huancas, déjà, c'est en quechua, donc la langue qui était parlée par les Incas. Ça désigne les habitants de la ville de Huancayo, donc c'est la ville d'où vient ma mère, donc dans les Andes, 3000 mètres d'altitude. Et donc, les services que je propose, donc c'est un traiteur événementiel de cuisine péruvienne. Et en fait, on propose des services qui sont essentiellement à destination de tout type d'événements d'entreprise ou de particuliers. Et ça sera plus mariage, baptême, anniversaire. Et en gros, on a donc une première offre qui est une offre d'amuse-bouche. Donc des buffets d'amuse-bouche où on retrouve des classiques péruviens comme le ceviche, la causa limeña, papa la huancaína et plein d'autres. Et on a aussi une offre plateau-repas, donc la plus classique, entrée, plat, dessert. Et à côté de ça, on fait aussi des shows culinaires. Donc, par exemple, avec le show de ceviche qui est fait minute devant les convives pour des entreprises ou des particuliers. Très bien. Alors, tu nous as parlé du ceviche, bien sûr, et deux autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, la causa limeña, voilà, c'est du coup un des plats avec lequel j'ai gagné plusieurs concours. Et donc, je dirais que c'est un plat emblématique péruvien. Donc, déjà, le titre causa limeña, la traduction, c'est pour la cause de Lima, la capitale du Pérou. C'était un plat qui était vendu du coup durant la guerre d'indépendance au Pérou. Donc, il y avait beaucoup de pommes de terre et qui est fait avec le piment péruvien ají amarillo. Donc, les femmes, à l'époque, qui cuisinaient, donc mélangeaient les pommes de terre avec ce piment. C'est la base du plat. Donc, je dis que c'est une terrine de pommes de terre. En gros, une purée de pommes de terre qui est mélangée avec ce piment péruvien doux et du citron. Et ça se mange frais. Et donc, la garniture peut varier. Donc, la causa limeña classique, c'est avec du thon, coriandre, oignon rouge. Et sinon, on peut retrouver avec du poulet, avec des gambas. Et voilà, donc c'est vraiment... Et visuellement, c'est très joli. Et la plupart des gens, en fait, quand ils le voient, ne savent pas vraiment ce que c'est parce que la purée est très, très jaune de par le piment péruvien. C'est vraiment un plat qui se mange frais et je trouve que c'est... Quand on l'a en bouche, c'est vraiment une explosion de saveurs parce qu'on retrouve donc la purée fraîche avec le citron vert, avec l'ají amarillo, la coriandre, etc. Et le deuxième? Et le deuxième, c'était... j'ai dit papa la huancaína. Voilà. Alors ça, c'est un plat... c'est plutôt une entrée au Pérou. C'est donc des pommes de terre qui sont nappées avec une sauce onctueuse à base de fromage frais et de piment péruvien. On passe à table à quelle heure? Alors, il faut que vous alliez voir son Insta parce que les photos sont sublimes. Beaucoup de couleurs. Voilà, j'adore parce qu'on ressent vraiment la personnalité. Et moi, j'adore aussi recevoir des cultures étrangères parce que c'est des cultures que je ne connais pas. Donc, merci de nous faire rentrer dans ton univers. Avec plaisir. Cécile, alors, toi, je crois que tu es passée par une belle école. Oui. Alors, je crois que tu as eu un poste au Ritz. Et oui. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire comment cette expérience de palace t'a apporté, t'a renseigné, t'a challengé? Ah oui. J'imagine. Oui, c'est vrai. J'ai eu déjà de la chance, donc tout simplement. J'ai eu de la chance de postuler. Il y avait une offre de stage parce que je sortais à peine de mon CAP à fond les manettes, mais quand même, j'avais pas d'expérience. Donc, je suis allée dans mes petits souliers, mais avec une niaque pas possible. En fait, j'avais envie d'apprendre et d'être dans cette maison-là en particulier parce que je me suis dit que c'était une chance quand même assez improbable. Donc, il y avait une offre de stage. Donc, je débarque avec mon CAP dans la poche. Et face à la personne qui recrutait, finalement, j'avais toujours envie. Elle me disait tous les inconvénients, et plus elle me disait des inconvénients, plus j'avais envie. Donc elle s'est dit, bon, Elle a lâché. Alors, et puis, en me disant... Parce qu'elle voulait t'empêcher de... Elle voulait m'avertir que ça allait être pas facile.
et que j'allais être la seule fille. Il fallait venir à 4 heures du matin et que j'habitais pas à Paris. Donc, en fait, elle voulait aussi éviter que je vienne et que je me casse la figure au bout de très peu. Et les laisser dans le pétrin. Et voilà. Mon Dieu, pardon, je me suis permise. Donc, j'ai continué comme ça. J'ai rencontré les autres... pour rentrer dans cette maison, l'expérience, c'est qu'il faut rencontrer le sous-chef, le chef, le surchef, non, mais c'est vrai, l'hyper-chef. Mais ce qui est l'anecdote, c'est qu'on rend compte quand même le PDG, le président, le responsable, qui en fait connaît. Il nous voit 3 minutes, hein. Moi, quand j'étais dans son bureau, il était en train de se faire prendre les mesures pour son costume. Donc, en fait, il s'en fichait de moi. Hein. Mais il a vu que j'étais née, que mes parents habitaient à Lyon. Je ne sais pas comment il a vu Lyon dans le CV. Il m'a parlé de l'équipe de foot. Parce qu'en gros, il ne savait pas quoi me dire. Donc, il a vu marquer Lyon. Voilà. Bref. Donc, on voit tout le monde. Et là, on va maintenant à l'attaque, au boulot. Et là, ce qui a été super, c'est que j'ai été dans une bonne école dans le sens où c'est l'excellence qui prime. Justement, quand on a envie de progresser, eh bien, on est servi parce que justement, même si c'est pas bien, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est pas perdu parce on nourrit aussi toutes les employés du palace, donc tous les pains. Bon, bien sûr, le but c'est quand même de pas faire trop de production qui va arriver aux employés, mais comme on veut vraiment atteindre le produit parfait, eh bien, s'il n'y a pas 3 grignes qui ont bien jeté et puis il n'y en a que 2, ou si les petites pointes de la baguette pointue ne sont pas pointues, tant pis, hop, ça va de l'autre côté. Donc ça, par rapport à la régularité, la perfection du geste, ça, j'ai beaucoup appris. Et je me vexais pas parce que je savais que je savais que j'avais pas d'expression, pas d'expérience. C'était perfectible aussi. Oui. Et puis vraiment, d'une part, il y avait aussi des produits que j'avais appris au CAP, mais je découvrais une myriade de produits que justement, nous en CAP, c'est baguette blanche, baguette de tradition, pain de campagne, pain fantaisie, et puis en viennoiserie, c'est croissant, pain choc. Hein. Puis on apprend les roulés au raisin, et puis voilà. Donc là, comme tous les plats, en fait, toute la carte, on associait, enfin les chefs demandaient qu'il y ait des pains qui aillent bien avec certains plats. Les viennoiseries, elles changeaient toutes les semaines, à part pain choc croissant. Forcément, on est obligé d'apprendre et on se trouve avec des nouvelles façons de tourer, des nouvelles façons de façonner. Donc, c'est un apprentissage fou. Et puis aussi, c'est des produits auxquels j'aurais pas eu accès dans n'importe quelle boulangerie. Bien sûr. Et là aussi, c'est une découverte immense, avec aussi l'œil de la chef ou du chef boulanger selon les époques. Moi, j'étais à l'époque, il y avait Eddie Benganem et puis Claire Heitzler qui a été la pâtissière qui, en fait, dans la hiérarchie, la pâtisserie est au-dessus de la boulangerie, ce qui vexait beaucoup le chef boulanger, et qui le vexait d'autant plus que c'était une femme qui était chef pâtissière. Donc, elle a donné aussi beaucoup de souffle et d'idées dans la boulangerie. Moi, j'étais assez admirative, et je suis toujours admirative de cette personne qui faisait aussi rentrer d'autres matières premières, enfin d'autres ingrédients dans nos viennoiseries, par exemple, où elle m'avait fait connaître des types de noisettes ou des types... on rentrait vraiment dans le détail. Voilà, donc ça, c'était vraiment une bonne expérience. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Merci beaucoup, Cécile. Nathalie, alors, toi aussi, reconvertie. Oui. Qu'est-ce qu'on fait qu'à un moment, on se dit, on ouvre un lieu pour rencontrer des gens, pour donner du bonheur aux gens, avec la peur et l'incertitude aussi financière qui accompagne ces sauts, parce qu'on est un peu des tarés aussi, finalement, mais c'est ça qui est bon. Comment ça a évolué dans ta tête ? En fait, tout a commencé avec le lieu. Le lieu et... Il faut que vous veniez d'ailleurs. Moi, je suis venue et c'est vrai que c'est très joli. Il y a une âme, déjà. Il y a une âme, il y a une diversité des espaces parce qu'on a un grenier, on a une cave, on a une grande salle, effectivement, de restauration-bar. Mais rien que le lieu, tout en pierre, c'est des matières brutes. Donc, en fait, on s'y sent tout de suite bien. C'est convivial.
Et aussi, c'est cosy. Donc, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Je me suis dit que ce lieu devait vivre, en fait. Il fallait en faire quelque chose. Et ça, c'était quand ? Ça, c'était il y a 1 an et demi. Nous, là, on va bientôt fêter nos 1 an. Donc, on est contents. Mais oui, ça fait 1 an et demi. Et en fait, je voulais pas passer à côté de cette opportunité d'exploiter ce lieu, et de le présenter, de le faire vivre, et que les gens aussi se l'approprient et proposer des activités diverses et variées. En fait, j'ai 1000 projets en tête. En fait, c'est bien. C'est bien, mais à un moment donné, il faut réussir à se canaliser, se structurer. On peut pas partir dans tous les sens. C'est le point commun de tous les invités. Voilà. On est passionnés, on est libre de rien. Donc, mon fils me dit, mais maman, tu es une artiste. Mais oui, bien sûr. Alors justement, les valeurs qui sous-tendent un petit peu tes rencontres et les gens que tu vas faire venir dans le lieu. On parlera de notre projet qu'on a. Comment tu sélectionnes ou comment tu décides ? Je sélectionne. Je rencontre des professeurs, des animateurs, des artistes. Il faut qu'on ait la même ambition. Bon, elle est assez simple. C'est effectivement de faire découvrir sa discipline, son savoir-faire, et d'être dans le partage. Déjà, ça commence comme ça. Moi, c'est ce que je souhaite, et voilà. Si on a tu as le droit de l'impulser. Exactement. Et j'ai de la chance parce que à chaque fois, je rencontre des gens qui. Tiens, comme c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Et qui ont aussi envie de ça. Et oui, il y a des rencontres vraiment intéressantes. Des disciplines. Alors, je pense à Néphalie, là, qui fait de l'effeuillage burlesque. On s'est rencontrés comme ça, autour d'une bière locale d'ailleurs, et à discuter. Elle me dit, moi je fais de l'effeuillage, est-ce que ça t'intéresserait de proposer cet atelier à l'entrepôt ? Et alors, j'ai effeuillage, déjà elle m'a expliqué parce que je sais pas autour de la table. Façon striptease. Alors c'est certaine manière. Non, c'est burlesque, et c'est du burlesque, et c'est des ateliers en fait découvertes. Mais elle n'est pas en col roulé, quoi. Non, elle n'est pas en col roulé. Tout à fait. Mais on peut rester en col roulé, figure-toi. D'accord. Ouais. Donc c'est pas une obligation. Donc c'est plutôt inclusif, etc. Enfin bref. Donc moi je ne connaissais pas, mais j'avais aussi elle voulait le faire découvrir dans les Yvelines, et puis j'ai trouvé l'idée intéressante. En fait, je rencontre des gens qui ont des idées toutes intéressantes. Le yoga, la philosophie. Je suis emballée. Voilà. Bien. Et donc nous, on s'est rencontrés parce qu'on a prévu de faire peut-être un déjeuner chez toi, que je ferai un déjeuner chez toi. On a calé une date, mais on communiquera plus tard. Exactement. T'as vu comment on tease ? Mais parce qu'en fait, elle a une petite cuisine. T'as une cuisine qui est très sympa, un peu ouverte, et c'est vrai que le lieu est très joli. Pour ceux qui sont pas très loin, faut aller voir l'entrepôt. Je serais ravie. Olivier, alors toi, tu ne fais pas d'effeuillage burlesque ? Pas encore. Comment tu sélectionnes ? Alors justement, tu disais que là, tu allais partir dans le sud, que tu voulais mettre en valeur des domaines un peu méconnus, là encore, pour apprendre aux gens, enseigner aux gens d'autres choses, sortir un peu des sentiers battus. C'est quoi tes critères et ton mode de réflexion ? Alors, le critère, il est un peu traditionnel au début. C'est la notion on va tous dans des restaurants, on voit une bouteille, on goûte cette bouteille, ça nous plaît, on fait une photo. Enfin, je fais une photo. Donc c'est un peu historique en ayant découvert des domaines de cette manière-là. Le deuxième, c'est qu'il y a quelques années, j'ai été ravi de recevoir en cadeau par mes amis une parcelle dans un groupement foncier vinicole. Et ça m'a permis de découvrir le monde du vin de manière un peu plus profonde, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout de permettre de moi-même aussi d'acheter des parcelles dans différents domaines, et ces domaines-là, de les rencontrer au fur et à mesure. Ce groupement foncier vinicole a une quarantaine de domaines en toute la France, et ça m'a permis au fur et à mesure d'aller dans les différentes régions. Et c'est là aussi, dans le monde du vin, il y a la notion de partage. On peut très bien être dans un domaine où on va parler de Fleury et d'un Morgon, et je dis, Christophe, dis-moi, est-ce que
il y a quelqu'un qui fait un beau brouillis à côté. Mais oui, bien sûr, on va chez Franck. Il me donne l'adresse et voilà. Et donc je rencontre Franck et puis Franck, il te fait rencontrer. Et Franck, voilà, personne. exactement. Et c'est exactement le même domaine dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire que c'est avec le réseau, même si j'aime pas ce terme-là, mais la communauté. Voilà, la communauté, je suis d'accord avec toi. Oui, Et qui permet de. Et puis ça peut être à travers des salons. On rencontre, je vais quand même dans quelques salons, en particulier le Wine Paris, vous connaissez peut-être, qui est le salon international du vin. Encore cet été, au mois de février, et qui permet de rencontrer un certain nombre de personnes. Et je vous donne simplement, j'ai rencontré quelqu'un une femme, qui, je te ferai rencontrer Virginie, j'en suis sûr, Avec plaisir. et qui est en fait le papa, est béninois, la maman togolaise qui est née à Chablis, qui a épousé un Allemand, qui a hérité d'un domaine en Afrique du Sud et qui vient de planter des vignes au Togo. Voilà comment on peut Là, découvrir en termes d'identité, encore, de kaléidoscope, découvrir des c'est belles choses. formidable. Voilà. Merci beaucoup. Milena, alors justement, toi, tu as remporté le 7 novembre 2024 le titre de lauréate de la Cuillère d'Or. Que représente cette distinction pour toi ? Alors, pour moi, déjà, ça a été franchement une énorme surprise parce que pour le coup, je m'attendais pas du tout à remporter le concours, étant donné que j'étais avec des candidates qui, en termes de technique, je pense qu'il y avait une meilleure technique que la mienne. Mais je pense que ce qui a fait la différence, c'est, en tout cas au niveau du goût, ce que j'ai proposé, c'était très bon au niveau du goût, et je pense que c'était aussi osé. Parce que donc la plupart des candidates ont présenté donc des quiches déstructurées, et moi c'était vraiment en visuel, c'était une empanadas, donc on reconnaît pas l'aspect visuel d'une quiche. Et j'étais vraiment, je pense, une grande fierté aussi parce que dans le jury donc il y avait beaucoup de personnes très talentueuses, donc c'était vraiment une fierté de voir que ces personnes reconnaissent finalement ma cuisine et les saveurs péruviennes du coup. Et donc ça m'a vraiment encouragée donc à continuer dans ce que je fais. Et du coup, tu parlais d'un premier en 2022, c'était quoi ce concours ? C'était le concours des cuisines du monde de la Seine-Saint-Denis. Et donc pareil, dans le jury, il y avait des chefs, et ça c'était vraiment la première fois. Et donc là, je me présentais vraiment comme, c'était mes débuts quoi. Et donc pareil, j'étais très surprise de remporter le concours. Et puis c'est valorisant et puis c'est encourageant. D'accord. Alors Cécile en a parlé un petit peu. Du rapport des hommes et des femmes dans ce milieu-là, même si je n'aime pas forcément toujours en parler. Mais toi, quels ont été les défis spécifiques que tu as rencontrés en tant que femme chef et multiculturelle, du coup ? Alors, je dirais, en fait, je suis donc consciente des différences donc entre femmes et hommes dans tous les domaines, du coup, notamment dans les postes à responsabilité, et qu'on retrouve aussi du coup dans le monde de la cuisine. Notamment, je crois qu'il y a à peu près 10% des femmes chefs, des femmes chefs étoilées. Et pourtant, dans le monde de la cuisine, c'est plutôt les femmes qui sont en cuisine. Donc ça, je trouve que c'est pas normal, et donc j'espère que ça va évoluer progressivement. Mais par contre, dans mon cas personnel, jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer, j'ai pas été confrontée à des difficultés en tant que femme, du coup chef ou chef d'entreprise. En tout cas pour l'instant, mais je me dis, est-ce que c'est aussi le fait que je travaille, j'ai pas de patron, parce que par exemple, j'ai pas travaillé en brigade, donc je pense que peut-être que j'aurais senti des difficultés, peut-être un peu plus en brigade. Donc personnellement, j'en ai pas rencontré, en tout cas pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Cécile, alors moi j'ai vu, quand j'ai un peu travaillé sur toi, cette idée de concept, et tu en as parlé aussi de ce mot fantaisie. Pain, partage et fantaisie. J'adore. C'est quoi ? C'est vraiment une petite fée, Cécile. J'adore. Ben, ça, c'est, voilà, moi, je rêve. Alors, je sais pas si j'ai une fée, mais je pars souvent sur les nuages, dans mes voyages, comme je disais, de pain et des pains qui m'emmènent. Et ça, c'est un petit clin d'œil à, tout simplement, déjà, Pan Amor et Fantasia. C'est le nom d'un film dans lequel, à un moment, il y a une personne qui est assise là sur le bord du trottoir, qui est démunie, et quelqu'un vient et lui dit « Qu'est-ce que tu as ? Tu as à manger, tu as quand même un bout de pain. Et dans ce pain, qu'est-ce que tu mets ?» Et la personne répond « De la fantaisie. » Et il fait son repas comme ça, et il s'imagine, et c'est parti. Ouais, voilà, déjà, ces 3 mots, pour moi, sont
sont importantes, font écho dans mon histoire, ma façon de voir le pain et les repas et les échanges, justement. Le pain, parce que c'est mon métier, c'est aussi l'aliment de base, un peu, qu'on retrouve sur toutes les tables, sur toutes les cultures, différentes formes. Nous, bien sûr, il y a l'emblématique baguette, mais heureusement, on n'a pas que ce pain-là en France. Et dans toutes les cultures, il y a un pain un petit peu de référence. Donc, c'est déjà ce pain simple, mais qui est présent partout. Le partage, parce que c'est la symbolique du partage. Le pain, il est fait pour être partagé. Le compagnon, c'est la personne avec qui on partage le pain, dans l'étymologie même du mot. Et puis la fantaisie, c'est justement dire que c'est un monde qu'on est bien là à découvrir et qu'avec 4 éléments, on peut imaginer beaucoup de choses. Et puis, 4 éléments, la farine, l'eau, le sel et le levain, la fermentation. Déjà, on a ces 4 ingrédients et à nous d'amener un peu de fantaisie et un peu de rêve, d'audace, de dire on va transformer ça encore en autre chose. Et on peut avoir un pain tout simple qu'on va renouveler chaque jour et qui va être... d'essayer d'avoir toujours le meilleur de nos ingrédients ce jour-là. Et puis oser dire mais oui, mais moi j'ai envie d'un pain rose d'un coup, alors comment je vais faire mon pain rose? Ou c'est l'hiver, tout le monde mange il y a du potiron sur les marchés, ils sont tous beaux, moi j'ai envie que mon pain il ressemble à du potiron, je vais mettre du potiron dans ma recette, je vais le façonner comme un potiron. Ou je rencontre un fromager, il me parle de ses différents fromages et moi j'ai envie de trouver le pain qui va aller bien avec ce fromage-là parce qu'il m'en a parlé, c'est comme tu parlais du vin ou de l'histoire du terroir. Et moi, j'ai envie qu'il y ait aussi une histoire qui se joue entre les aliments. Donc, et c'est pour ça qu'il y a un peu de fantaisie. Et aussi, j'aime rencontrer des gens et c'est eux aussi qui m'apportent cette fantaisie ou ce dépaysement. Quand je fais mes ateliers, c'est l'apport de l'autre qui est beau. Plus que ce que je peux donner, moi, comme dans mes ateliers. Merci Cécile. Alors Nathalie, comment ton lieu contribue-t-il à renforcer le lien social dans la communauté locale? Et je rajoute une autre question. N'as-tu pas eu... Oui, l'autre question qui n'était pas prévue. N'as-tu pas eu trop de difficultés à t'implanter dans un écosystème déjà établi? Alors, au-delà des ateliers de la restauration, on a des initiatives plus engageante en fait et qui permet de tisser un lien donc dans notre commune et aux alentours. On propose un Repair Café tous les trimestres en fait. Précise ce que c'est pour Alors, ceux qui ne connaissent pas. Un Repair Café, c'est collaboratif et ça permet de réparer en fait les petits ce que vous avez en fait dans vos greniers, vos caves qui ne fonctionnent plus depuis des années. Et ou alors des tissus à recoudre. Et en fait, on fait appel à des bénévoles. C'est génial. C'est vraiment, j'adore. Donc, les bénévoles viennent. On a à l'étage les couturières. Au rez-de-chaussée, on a tous les spécialistes informatiques IT. À la cave, on a en fait tous des talents pour réparer tout ce qui est électroménager. Les petits matériels. Et là, on l'a fait samedi dernier. Il y avait en plus un horloger qui était là. Et en fait, donc les gens viennent et il y a un partage. En fait, le but du jeu, c'est vous venez et vous apprenez avec en fait le bénévole qui est là pour vous aider. Il vous montre comment ça peut être réparé si pour telle et telle chose. Et puis il y a les couturières qui sont là aussi. Vous pouvez aussi poursuivre avec un petit cours de couture, enfin, et donc ça c'est très, il y a beaucoup d'émulation, beaucoup de dynamisme, et les gens voudraient qu'on fasse ça toutes les semaines, bien sûr. Voilà, mais ça c'est génial, et c'est génial parce que les gens donnent de leur temps, les gens s'engagent, ils reviennent, et puis il y a un échange, il y a vraiment de la bienveillance, donc ça c'est super. Ça permet effectivement de tisser le lien. On propose aussi
On a un petit relais pour le Téléthon Livre, là, parce qu'on a cette action-là aussi. Anne Offray, elle propose le Téléthon Livre. Donc, toute l'année, vous avez à dispo... Enfin, vous pouvez acheter des livres d'occasion ou neufs. Et ça permet de reverser au Téléthon. Donc ça, c'est chouette. Donc, le tissu, le lien. Et alors, la deuxième question? Oui, s'intégrer, s'implanter dans l'écosystème. En fait, te faire connaître, les contraintes de communication, les contraintes de visibilité. Alors, bon, je suis soutenue par le maire et la mairie de l'Étang-la-Ville. Après, c'est pas évident, effectivement, parce que moi, je suis dans un quartier résidentiel. Donc, les gens, enfin, les voisins, du coup, ont eu peur de nous. Parce que, effectivement, c'est un lieu de vie, donc de passage. Donc, il y a quand même un peu de bruit. Donc, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Alors, moi, je trouve ça chouette, mais effectivement, les voisins, au départ, ont eu un peu peur. Et puis, bon, au fur et à mesure, ils voient que ça se passe bien. Et donc, et puis que je maîtrise un peu. Oui, oui. Que t'as le contrôle. Ma clientèle. Oui, que t'as le contrôle. Tu leur donnes pas tant de bière que ça, finalement. Non, ils savent, ils me connaissent maintenant en plus, parce qu'ils reviennent. Comme ils aiment bien la guerre, ils reviennent. Et ils savent à qui ils ont affaire. Donc, voilà. Je suis petite, mais persuasive. Mais très bien. Quand je leur dis chut, c'est chut. Voilà, non, donc ça se passe, avec le temps, ça se passe bien. Après, la visibilité, c'est vrai que c'est pas moi. Je suis bébé entreprise. En fait, ça fait même pas 1 an, donc se faire connaître, c'est pas évident. S'initier aux réseaux sociaux. Moi, je suis génération papier, plutôt que. Donc, heureusement, j'ai des enfants qui me soutiennent, qui m'aident, qui m'aiguillent. Donc, il y a ça. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, la visibilité, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais. C'est pas évident de communiquer. Oui, après, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. On en a parlé quand je suis venue te voir. Il faut qu'on arrive à faire des choses. Se montrer, c'est hyper important parce qu'il y a toujours aussi cette balance entre être visible, être crédible, être attrayant aussi, et puis se différencier. Se différencier et ne pas lasser. Alors, moi, ça, c'est ma... Ne pas lasser ou se lasser? Que les gens ne se lassent pas de vous aussi, quoi. S'ils se lassent, j'ai envie de te dire, c'est parce que c'est pas la clientèle. Tu vois, c'est ça aussi. Mais visiblement, tu as de la créativité à revendre. Alors moi, si tu savais. Là, on commence à avoir déjà une petite idée. Alors, Olivier, justement, toi, quelque chose de très différenciant que tu proposes et que j'adore, c'est que tu proposes de créer une cave, donc d'aider quelqu'un à créer sa cave. Donc, tu aides les clients à définir un profil œnologique. Exact. Comment ça se passe? Alors, ça se passe par... Ça se passe bien, déjà. Déjà, ça se passe bien, pour l'instant. En fait, le principe du profil œnologique, c'est finalement de faire parler les gens de ce qu'ils aiment et surtout de ce qu'ils n'aiment pas. Et faites un exercice la prochaine fois où vous buvez un verre de vin ou même qu'on mange un plat, qu'il soit péruvien ou autre. On s'est dit, qu'est-ce que j'aime dans ce plat? Et aussi, qu'est-ce que je n'aime pas? Et c'est pas si simple que ça. Et donc, en fait, il faut trouver, à travers non pas un questionnaire, mais une rencontre avec généralement un couple. Et le vin de monsieur, c'est pas le vin de madame. On ne boit pas la même chose. J'ai entendu beaucoup de fois des disputes parce que tu as acheté encore ce vin-là, mais tu sais bien que je l'aime pas. D'accord. Donc, j'écoute et donc de déterminer effectivement un peu un profil œnologique. Mais alors, c'est profil œnologique, mais c'est aussi l'appétence et la périodicité avec laquelle ils vont consommer le vin. J'ai des clients qui boivent un verre de vin tous les soirs. J'en ai d'autres, c'est uniquement le week-end. Il y en a d'autres qui c'est uniquement avec des amis. Il y en a, c'est aussi du vin pour aussi offrir, parce qu'ils ont beaucoup d'amis qui aiment le vin. Donc voilà, je décèle un peu leur appétence par rapport au vin, leur comportement, si je peux me permettre, donc leur profil œnologique, pour pouvoir justement, connaissant les domaines que je propose, essayer de matcher le plus possible le vin de certaines régions avec l'appétence qu'ont ces personnes-là. Grosso modo, tu as combien de références? Pas loin de 500. Et tu es sur toutes les régions? Je suis sur toutes les régions de France, absolument. Mon objectif de 2025, et c'est en train de se réaliser, c'est de faire entrer des vins hors France. Et donc, en l'occurrence, ça sera Italie, Espagne, Portugal. C'est pas très original, mais... Et puis, l'objectif 2026 étant de faire entrer des vins hors Europe. On est sur Chili, Afrique du Sud. Pérou. Alors, justement, excuse-moi, je regardais Milena, effectivement. Il y a du très bon.
Au Pérou, ce que je connais le plus, moi, c'est le pisco, du coup. C'est donc un alcool à base aussi de raisin, mais c'est plus connu en termes de vin. C'est vrai que j'en connais pas tant que ça. Mais la cuisine péruvienne n'a pas été élue comme comme meilleure cuisine. Moi, j'entends plein de gens qui me disent les gourmets adorent aller au Pérou parce que la cuisine est dingue. Ouais, justement, quand j'ai décidé de créer Huancas, moi j'étais partie de ce constat-là. Dans le monde de la gastronomie, en fait, la cuisine péruvienne est reconnue mondialement. Et en effet, je crois que plusieurs années de suite, il y a le meilleur restaurant du monde qui était donc des restaurants péruviens à Lima. Par contre, je constate qu'en fait, c'est une cuisine qui reste encore très méconnue du grand public. Donc moi, mon objectif, c'est ça, en fait, démocratiser cette cuisine et la rendre plus connue et plus accessible. Merci. On mettra les vins avec, alors. C'est ça. Du coup, je reviens sur toi, Olivier. Comment, du coup, tu éduques à la dégustation ? Parce que tu fais des ateliers à domicile ou pour les entreprises. Et c'est vrai que la dégustation, c'est quelque chose c'est un vrai processus de réflexion, de sensorialité, de s'approprier un univers. C'est difficile de trouver les noms, de mettre des mots. Comment tu les accompagnes, tes clients ? Alors, je les accompagne en racontant en fait une histoire par rapport à ce vin ou par rapport à ces vins. Ce qui est intéressant dans le vin, en tout cas moi, ce qui me passionne, c'est pas que le produit en lui-même. C'est tout ce qui gravite autour du produit. On n'a pas inventé le vin il y a 200 ans. On a inventé le vin. Les Romains faisaient du vin, les Égyptiens faisaient du vin. Et donc, c'est des civilisations et des cultures. Je ne sais pas si, effectivement, au Pérou, il y avait du vin il y a 2500 ou 3500 ans, pardon. Et par contre, on éduque aussi sur la notion d'histoire du vin et du terroir, dans le sens où, en expliquant aux gens comment ce vin, non pas il était fait en termes de méthode de vinification très technique et autres, on peut, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de leur expliquer l'influence des éléments. On parlait tout à l'heure de l'influence dans le pain. Eh bien là, il y a de l'influence, les vents, le sol, la mer, l'eau, les nutriments à l'intérieur de la terre. Et donc, en fait, on les éduque aussi dans j'essaye de les éduquer en même temps. Éduquer, j'aime pas trop, mais leur faire toucher du doigt la notion de tout ce qui gravite autour du vin et tout ce qui va donner des éléments et différenciants aussi dans le vin. Je prends un simple exemple. Je travaille avec un domaine qui s'appelle le domaine du matin calme. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon. Elle a fait beaucoup de choses. C'est une Coréenne. Et on pourra en parler, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Ils font du vin, tous les deux, un jeune couple. Et en fait, ils ont un même cépage qui est le chenin, qui est l'un des cépages bien connus de la vallée de la Loire. Et ils ont un chenin monocépage à 4 endroits, mais qui sont distants de même pas 300 mètres les uns par rapport aux autres. Et je peux vous assurer qu'il y a une influence. Le schiste bleu, le schiste noir va donner des choses différentes du vin, et pourtant sa méthode de vinification est la même, le produit à la base est le même, mais l'orientation, là, c'est absolument dingue. Et donc c'est ça, c'est dans cette éducation-là, j'essaie de sortir d'une dégustation classique. Scientifique. Alors scientifique sûr, mais même classique, et de dire goûtez, vous aimez, alors on va à l'œil, on voit ça, on voit ça. Bien sûr, ça fait partie de la dégustation, mais aussi expliquer pourquoi finalement entre celui-ci et celui-là, qui vient du même domaine, qui est fait par le même vigneron ou vigneronne, et qui va vous donner des choses différentes. Merci. Alors, la première partie est finie. La deuxième partie, je reprends la main avec des questions et vous répondrez à chacune des questions. Alors moi, je suis une ancienne prof de lettres. Je suis une ancienne prof d'allemand. Ich spreche Deutsch. Sehr gut. Donc, pour conclure cette session de convivialité gourmande, j'aimerais vous parler d'un passage de la littérature proustienne qui me tient à cœur. Donc, je vous lis et après, évidemment, vous allez vous douter de la question que je vous pose. Donc, commencez à réfléchir à la réponse. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Quelle est donc votre Madeleine de Proust ? Ça vient ? Oui. Si, allez, Cécile. Vraiment instantanément. C'est la pizza bianca. Cette pizza qui est vraiment
toute simple, justement, pour ça qu'on l'appelle bianca. C'est une pâte à pain, donc enrichie en huile d'olive, fortement enrichie en huile d'olive, et parsemée seulement de sel et de petites origans. Et celle-là, c'est celle que je mangeais dans toujours le village de ma grand-mère dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'était des grandes plaques qui étaient faites dans un petit fournil de rien du tout. Donc le fornaio, donc le boulanger, faisait ces grandes plaques de pizza bianca ou pizza rossa, qui était la même, mais juste avec de la sauce tomate, et faisait des carrés comme ça, touc, touc, touc. Et les gens venaient en prendre au fur et à mesure de la journée. Comme nous, on pourrait prendre un croissant ou un pain au chocolat ou un petit pain quand on s'arrête dans la boulangerie. Eux, ils s'arrêtaient pour prendre un petit carré comme ça. Et moi, à l'époque, je payais en lire, c'était 500 lire, et j'allais chercher mon petit carré de pizza bianca. Super. Voilà. Merci Cécile. Les autres? Probablement des discussions et des dégustations, même si j'étais minot, donc avec mon grand-père qui a adoré les vins de Bourgogne et qui m'a éduqué aussi peut-être à mon goût, qui a éduqué mon goût à certains arômes et certaines saveurs, et en particulier que je n'ai jamais retrouvé, la vraie Madeleine de Proust, un pommard quand j'avais 12-13 ans. Dans un anniversaire, il avait sorti une bouteille de pommard, et voilà, il y a eu l'ambiance. Il y a eu un déclic. Il y avait peut-être eu un déclic. Je ne dis pas trop, parce que l'abus d'alcool étant dangereux pour la vie. Merci de le rappeler, Olivier. Nathalie ou Milena? Moi, du coup, je pense que c'est donc le ceviche au Pérou. Donc, je pense que la première fois que j'avais goûté un ceviche, je devais avoir moins de 10 ans. Je me rappelle, c'est un oncle qui avait dit à moi et à mon frère, vous devez absolument goûter ça. Et depuis, en fait, je l'associe à chaque fois que je suis au Pérou. Quand j'en mange un au bord de la mer, c'est un plaisir, en fait, que c'est vraiment, je me dis souvent, si le paradis existe, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. C'est vraiment l'ambiance, la fraîcheur du plat, c'est un bonheur. Alors, le vrai poisson de base, c'est quoi? Alors là-bas, on utilise la corvina. Et du coup, c'est le souvenir là que j'ai, c'était il y a 2 ans, je crois. Donc, il y avait des amis pêcheurs, des amis d'un cousin à moi, qui donc avaient pêché le jour même le poisson, qui nous l'avaient ramené. Et du coup, c'était le meilleur ceviche que j'ai mangé. Bien donc, sûr. C'était à Órganos, dans le nord du Pérou. Parce qu'en fait, le poisson, il était ultra frais. Et le ceviche, en soi, c'est très simple à réaliser. Donc, il suffit d'avoir des bons produits pour que ça soit vraiment délicieux. Merci. Moi, c'est du sucré, bien sûr. Mais c'est pas grave, Nathalie. C'est sucré. C'est ma maman aussi qui, depuis que je suis toute petite, me fait ce dessert-là pour mon anniversaire. C'est une charlotte au chocolat. Incroyable. Et là, l'âge avançant, j'ai plus 12 ans, mais tous les ans, elle te le fait. Elle me fait mon petit... Est-ce que toi, tu as essayé de la refaire? Oui, j'ai déjà essayé. Mais il n'y a pas ce petit truc. Ce petit supplément d'âme, toujours. Exactement. Voilà. Moi, ce serait ça. Moi, ça me fait craquer, effectivement. Voilà. Merci de vos confidences. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du fromage. C'est le bon compagnon du pain. Exactement. Une bouteille de champagne. Très bien, je pensais que tu allais dire vin blanc. Toujours, je dirais du beurre. Mais c'est pas la peine de faire cette fête-là. Non, mais Nathalie, c'est pas grave. En fait, je suis dans mon frigidaire et j'essaie de... par rayon, là, je fais là... Alors, qu'est-ce que j'ai toujours? Oui. Non, du beurre, ça c'est vrai. Même quand il n'y a plus rien, il y a quand même la plaquette de beurre. Mais oui, c'est incroyable, mais oui. Le pilier, incroyable, mais vrai. Le pilier du frigo. Et toi, Milena? Pareil, du fromage. Du fromage. Qu'est-ce qu'on a comme fromage au Pérou? On en a très peu. En fait, c'est un fromage, on l'appelle queso fresco, c'est un fromage frais qui ressemble plus ou moins, enfin de loin, mais c'est un peu comme du feta, voilà. Et donc, par contre, là-bas, il n'y a pas tous les fromages qu'on a ici en France, mais depuis petite, j'adore vraiment le fromage. Ok. Quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? Cassoulet. Ah oui, donc d'accord. N'importe quand, le cassoulet. Très bien. Le steak tartare. Eh oui. Un incontournable qui est souvent à la carte, en tout cas, la blanquette de veau. J'ai pas comme ça de réponse. Qu'est-ce que t'aimes au restaurant, manger au restaurant pour se faire plaisir? Quelque chose qu'on retrouve souvent. Je pense que je change beaucoup. Oui. Mais je change beaucoup. Enfin, je vois pas quelque chose. Justement, quand j'y vais, j'essaye de goûter différentes choses. Mais oui, non, mais c'est intéressant aussi. Très bien. Quelle est l'herbe aromatique dont vous ne pouvez pas vous passer?
coriandre pour moi. Même chose pour moi. Ouais, pareil, c'est marrant. Ok, 3 coriandres. Eh ben, j'ose pas dire coriandre. On est adore. triste. Et toi? En fait, c'est la fraîcheur. Moi, c'est l'estragon. Ah, Ouais. oui, Ah, qui j'ai alors, réveille aussi. j'ai découvert ça il n'y a pas. Ouais, si moi longtemps. j'adore, je trouve. Même en sucré, là, les fraises arrivent et je fais juste une petite brunoise de fraises avec une chantilly à l'estragon. Ouais, infusée, tu fais infuser les herbes en fait dans la crème et après tu la montes. Donc ouais, ça se mélange bien. Ça se mélange bien. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... Partager, pour moi, essentiellement. Le mot est fort, mais c'est aimer, Ouais. donner de l'amour en tout cas, à travers ce qu'on prépare. Eh ben, pour moi, c'est pas facile. Parce qu'en fait, je ne J'aime suis bien. pas- Non, honnêtement, parfois, j'ai des invités qui répondent ça, ou alors c'est ma femme, ou c'est compliqué, ou c'est pas possible. Voilà, donc Moi, je j'adore. suis en plein apprentissage, donc c'est pas facile. Parce que je veux faire bien, je veux que je veux que les clients soient contents, et c'est pas mon métier. Bah Donc, pour moi, voilà, je finis la phrase comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. J'adore. Olivier? Je terminerai par c'est partagé. Bah oui, c'est vrai. Comme une table, là, où on parle. Ouais. Quelle est votre définition de la passion? Parce qu'à chaque fois, je ne me plante jamais. Je n'invite que des gens qui sont passionnés, dont je suppose qu'ils sont, parce que certains, je les connais, Cécile, on ne s'est jamais rencontrés. Milena, on s'est croisés, nous, on a partagé ensemble. Olivier, je le connais depuis plus longtemps. Voilà, c'est cette passion-là que je veux à chaque fois retranscrire dans ce podcast quand vous êtes à mes côtés. Et j'aimerais entendre votre définition de ce que ça vous évoque. Ah, Olivier, il s'est penché vers le micro. Oui, puis, effectivement, je ouais. commençais à dire quelque chose. La passion, c'est savoir en parler sans lasser les autres et finalement pendant des heures. Je crois que j'ai déjà entendu des gens me dire mais tu es passionné et je pense que c'est ça la passion, c'est de devoir finalement de transmettre quelque chose. Je regarde depuis tout à l'heure les visages des uns et des autres et je crois qu'il y a les yeux qui brillent en fait. La passion, c'est ça, c'est de parler quelque chose avec les yeux qui brillent. Très beau, mesdames. Vas-y, Cécile. Ben, moi, c'est aussi, voilà, quand tu dis que les yeux qui brillent, c'est quelque chose qui s'allume. En tout cas, moi, dès qu'il y a, voilà, c'est quelque chose qui m'emmène, broum. Tu nous emmènes aussi sacrément. Voilà, donc c'est ce moteur qui se déclenche instantanément et que je retrouve aussi face à d'autres. Et là, j'ai envie d'aller découvrir encore plus loin et aussi, justement, quand je me retrouve face à quelqu'un qui me parle de ce qu'il aime, c'est là, je vois bien que j'ai envie d'aller découvrir son lieu, d'aller goûter tout, d'être avec vous et d'ouvrir toutes mes écoutilles, en fait. C'est ça, c'est le feu qui fait que tout s'ouvre et s'éclaircit. Oui. Ben, je dirais que moi, c'est une affaire de tripes. Ça vient vraiment du ventre. Ça vient de l'intérieur, quoi. Et ça, et c'est H24. Hein, l'affaire de tripes, c'est H24. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Non, ça s'arrête Non. jamais. Milena? Oui, pour moi, c'est ce qui nous fait vibrer. Et je pense que oui, ça se ressent quand on en parle. En fait, par exemple, quand je parle de ce que je fais, je sais qu'automatiquement, j'ai le sourire et j'en parle du coup avec passion. Merci. Je vais être obligée de conclure. Mais oui. Déjà. C'était rapide. Mais oui. Ah bah, 1 heure, hein. 1 heure quand même. C'est vite. Alors, avec moi étaient assis 4 passionnés pour une conversation gourmande, riche en histoire, en inspiration, en émotions. Ensemble, nous avons célébré cette énergie qui nous unit, nous les épicuriens, les gourmets, les traits d'union entre la terre et l'assiette, dans une conversation chaleureuse et souriante, aussi réconfortante qu'un plat mijoté avec amour. Apprendre et comprendre, se nourrir pour soi, ensemble, enrobés de valeurs humaines incompressibles. 4 conversions brillantes et je suis si fière de les avoir connectées, de vous avoir connectés à ma curiosité insatiable. Merci Olivier. Merci Virginie. Merci Milena. Merci Virginie. Merci Nathalie. Merci infiniment, Virginie. Et merci Cécile Merci à pour toi. toutes ces belles histoires. Et à très vite pour de nouvelles aventures radiophoniques. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche.
La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.